Elle émane, comme je vous l'ai expliqué, des producteurs de cette coopérative. Et le schéma que nous avons, c'est que ces produits sont achetés directement auprès de ces producteurs dans des centres d'agrégation. Des centres sont mis en place où on pèse la production, où il y a chaque jour des livraisons, où la production est aussi triée, calibrée, conditionnée. Et ces produits sont ensuite livrés aux écoles d'une manière régulière. Alors les produits tels que le riz, le maïs, les livraisons sont souvent mensuelles. Pour les produits frais, c'est 1 ou 2 fois par semaine que ces produits frais sont livrés. Et donc il y a une logistique qui est mise en place, et qui est mise en place pas par le PAM directement, mais par justement ces coopératives, ces acteurs locaux sur le terrain. Ça traduit la volonté du PAM de s'appuyer sur les capacités locales pour ces programmes. Donc ce sont les écoles qui vont se charger de la les écoles reçoivent et se chargent effectivement de la cuisson sur le local. Oui, Merci. effectivement. Vous travaillez aussi au Cap Haïtien, c'est ça? Nous avons aussi des activités ici au Cap. Vous pouvez énumérer pour nous les noms d'établissements que vous faites. Alors il faudra que je les retrouve peut-être que. Est-ce que Paul, tu les as en tête? Oui, pour le Cap Haïtien, nous appuyons environ 38 écoles. 38 écoles dans la ville du Cap. Au moins 5. On a l'école nationale de Bel-Air, on a l'école nationale de Bel-Air, on a l'école nationale qui est à Bel-Air, on descend pas Bel-Air, il y a l'école nationale qui est à côté du terrain de football du Parc Vincent, il y a l'école nationale du H. Donc environ il y a 38 écoles, il y a Immaculée Conception et Madeleine, il y a l'école nationale du Cap. Environ nous avons 38 écoles dans la ville. Monsieur Barret, comment est-ce que vous allez accompagner les agriculteurs, les paysans surtout? À l'agriculture. Je vais vous expliquer ce qu'on peut faire pour les agriculteurs. Au niveau national, l'an dernier, on a appuyé 135 000 agriculteurs pour rendre leur production plus résistante aux aléas. Et on sait qu'il y a actuellement des aléas climatiques dans le pays, mais aussi des aléas économiques. On était ce matin au Haut des Perches et on a rencontré des agriculteurs qui ont réussi à aménager un périmètre irrigué. Ils nous expliquaient que ceux qui avaient planté le haricot dans les mornes ont souffert de la sécheresse et ont perdu une grande partie de leur production. Alors actuellement, ceux qui ont bénéficié des travaux qu'on a réalisés dans ce périmètre irrigué ont la possibilité d'arroser leur culture et ont la possibilité de mettre en place des étangs piscicoles, ce qui leur permet de maintenir une certaine production, indépendamment des conditions météorologiques. Alors j'ai quelques réalisations à vous mentionner sur l'appui aux producteurs ici au niveau de la région. Donc, au niveau de l'Imbé, on a fait une certaine réalisation, y compris traiter des ravines. Donc, nous avons traité 1,67 km de ravines là-bas. Nous avons réhabilité 1300 mètres de route. Nous avons aussi traité des bassins versants et réhabilité et valorisé ces bassins versants donc, sur plus que 8 hectares. Au niveau de Limonade, on a réhabilité des canaux d'irrigation sur plus de 3 km. Dans la plaine du Nord, pratiquement 4 km de canaux ont été réhabilités. Au quartier Morin, c'est plus que 8 km de canaux qui ont été réhabilités. Alors ce matin, au niveau des Perches, ils ont réhabilité ou curé 3 km de canaux. Et on a fait des extensions des canaux d'irrigation sur plusieurs centaines de mètres pour permettre l'extension des surfaces et des superficies cultivées. Et donc, en faisant cela, ça permet aux personnes, une fois de plus, de résister à la sécheresse. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que ces communautés ont pu, quelque part, juguler le choc du pays LOC. Il y a eu, comme vous le savez, une grande perturbation de l'économie au mois de septembre, octobre, novembre, quand il y a eu l'interruption de la circulation des biens et des personnes sur le territoire à cause du pays LOC. Mais dans ces communautés-là, où il y a eu une bonne production, au moment où on a réussi à stabiliser la production, les gens n'ont pas souffert de faim. Alors, j'habite à Port-au-Prince, le pays LOC, ça a été une épreuve pour les ménages de Port-au-Prince qui doivent au jour le jour acheter leur alimentation sur les marchés. Quand les marchés sont fermés, quand la circulation s'interrompt, c'est un grand problème. Alors, au niveau des Perches, les agriculteurs, ils ont leur maïs, ils ont leur igname, ils ont leur manioc, leur haricot, leur production, ils peuvent compter sur eux-mêmes pour s'alimenter. Je trouve que c'est aussi un grand bénéfice. Donc ce n'est pas seulement l'indépendance de la sécheresse, c'est aussi une certaine autonomie par rapport à l'instabilité qui peut exister
dans leur contexte. Quand vous travaillez avec, les agriculteurs, ou comment dire, avec les paysans, est-ce que ça se fait au regard de la loi? Est-ce que le ministère de l'Agriculture, par exemple, est au courant de tout ça? Et le ministère est notre premier partenaire. Nous avons une convention signée avec la direction départementale de l'agriculture et nous sommes très fiers de la collaboration que nous avons avec eux. Pour voir si la Ligue est durée. Est-ce que les vont durer? Oui. Alors, nous avons fait chaque année le nouveau programme, nous avons signé avec eux et nous avons continué le nouveau financement, nous avons fait une nouvelle convention avec eux. Monsieur Barre, l'objectif de cette conférence, c'est quoi? Et puis, une deuxième question. Alors, vous venez d'annoncer qu'on a opéré un changement au niveau du programme de PAM. Et par exemple, vous parlez de 16 000 enfants qui auront à bénéficier d'un plat chaud et par le biais de leurs écoles. Maintenant, et pourquoi ce changement, puisqu'au départ, ce n'était pas le cas? L'objectif de cette conférence de presse, c'est de vous parler directement. Une fois de plus, vous êtes les yeux, les oreilles de la population du Grand Nord. Nous avons besoin de vous pour correctement faire notre travail dans ce pays. Et nous nous sommes rendus compte que la population ne connaît pas bien les activités que nous menons dans ce pays. Nous nous rendons compte que les journalistes pourraient être mieux informés de ce que nous faisons dans le pays. Donc nous avons le devoir de mettre à disposition l'information directement à vous qui avez ce rôle si important. Et donc j'ai jugé que c'était critique d'organiser, avant que je rentre à Port-au-Prince, une séance de travail avec vous, pour que vous puissiez poser directement vos questions au directeur et à l'organisation, pour que vous ayez la bonne information sur le PAM et pour que la bonne information puisse être relayée à la population. C'est ça l'objectif ici. Et ce que j'ai voulu mettre en avant aujourd'hui, c'est le fait que les programmes du PAM et notre façon de travailler en Haïti et dans le Grand Nord s'adaptent et changent pour mieux répondre aux besoins du contexte et aux besoins de la population. Est-ce que ça fait partie du programme ordinaire, du programme alimentaire mondial, ou tout simplement c'est un programme spécifique et ça dure à combien de temps? Le programme alimentaire mondial est en Haïti depuis 1969. Notre façon de travailler dans ces années-là, notre façon de travailler aujourd'hui est complètement différente. À chaque fois que je rencontre des journalistes, ils me disent « on ne savait pas que vous travailliez comme ça ». Je vais vous donner quelques chiffres. Est-ce que vous saviez qu'à part la cantine scolaire, nos programmes sont à 92% basés sur la distribution de cash? On distribue du cash, beaucoup plus de cash que de vivres dans le programme du PAM. C'est des choses qui ne sont pas connues, mais c'est une information que je vous donne aujourd'hui. Et c'est une évolution qui s'est faite sur plusieurs années. Aujourd'hui, le PAM est principalement une agence qui distribue du cash. Nous étions à Milo ce week-end pour assister à une distribution. Il y avait sur le site de Milo 800 personnes qui ont reçu ce jour-là 13 500 gourdes d'assistance. Et quand on donne une assistance en cash à une personne vulnérable, donc c'était des personnes, c'était souvent des femmes, souvent d'un certain âge, ou alors des femmes enceintes avec des enfants, ou des personnes avec handicap, quand ces personnes-là reçoivent leur cash, ils vont acheter de la nourriture, ils vont acheter de la nourriture locale. Ça donne du travail aux entreprises, ça donne du travail aux petits commerces, ça donne du travail aux cultivateurs. Et donc, l'approche du PAM en Haïti, c'est aussi de se baser sur les capacités de ce pays, que ce soit les commerçants, les cultivateurs, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse qui reste ici et qui soit durable. Okay. Oui, attendez, j'ai une question en face de moi. Oui. Vous avez seulement un bureau en Haïti pour l'instant, c'est celui du Cap? Nous sommes aussi présents en dehors de Port-au-Prince et au Cap. Nous avons aussi des bureaux au Gonaïves. Fonctionnel? Fonctionnel. Yes. Nous avons aussi un bureau au Caille. Nous avons un bureau à Jérémy et une antenne à Jacmel. Nous sommes assez proches de la population en ce sens. Oui, monsieur. S'il vous plaît. Avec les récentes attaques au niveau du Port-au-Prince et de l'Aïe, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer ou bien le PAM considérer les départements du Nord et Nord-Est comme la nouvelle priorité ou bien sa base principale? Alors le PAM a été attaqué au niveau
des Gonaïves, comme vous l'avez mentionné, mais pas de Port-au-Prince. Nous avons été attaqués au Gonaïves le 15 septembre et au Caille la semaine d'après. Et il y a eu des pillages au Gonaïves et au Caille. Pour le PAM, il est essentiel de pouvoir travailler dans le nord du pays, de pouvoir travailler à partir du Cap, pour plusieurs raisons. Il y a un port ici, un port international, qui est desservi par les grandes lignes, qui est desservi par les lignes de commerce, et le port est un point d'appui pour le PAM. À part Port-au-Prince, on peut aussi importer des produits par le Cap haïtien. Il y a aussi un potentiel agricole ici au niveau du nord d'Haïti que nous souhaitons développer. Nous achetons déjà des tonnes de produits nutritionnels spécialisés au niveau de l'usine MFK qui se situe au quartier Morin, que vous connaissez peut-être. Au moment du Paylock à Port-au-Prince, on a d'ailleurs envoyé l'hélicoptère du PAM de Port-au-Prince à l'aéroport du Cap pour charger des produits nutritionnels et les transporter jusqu'à Port-au-Prince pour qu'on puisse les distribuer aux enfants qui étaient affectés par la malnutrition. Nous avons ici beaucoup de potentiel sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan des infrastructures, et nous souhaitons effectivement en tirer profit pour aider les Haïtiens le mieux possible. Je voudrais revenir un petit peu sur les dispositions que vous avez adoptées au profit des enfants dans le nouveau programme. Est-ce qu'il y a eu certaines dispositions qui ont été prises pour sanctionner éventuellement les gens qui pourraient détourner les produits alimentaires destinés aux enfants? Alors je vais vous dire, au niveau du programme alimentaire mondial, nous avons tolérance zéro pour les fraudes et pour les vols. C'est très simple. Tolérance zéro. Donc si quelque chose arrive, on prend des dispositions. Mais d'après vous, qu'est-ce qui explique ce système de pillage? Le système de pillage produit récemment lors d'un mouvement de protestation dans le pays. Alors les scènes de pillage, il faut les comprendre, elles se sont produites dans un contexte particulièrement difficile de vie chère dans le pays, de rareté du carburant, et je crois de grandes souffrances pour une grande partie de la population. On sait qu'actuellement, c'est pratiquement la moitié de la population haïtienne, soit 4,7 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Et donc pour comprendre ces pillages, il faut comprendre qu'il y a une grande souffrance de la part de la population. Et l'une des raisons pour lesquelles je suis aussi en face de vous aujourd'hui, c'est pour être sûr que l'activité du PAM est bien comprise par la population et par vous-même. Parce qu'il y a aussi eu des erreurs dans de conception sur notre travail.